Bienvenue dans ce débat fait croiser. Je vous en parlais à l'entame de Matin d'Éden. Dans ce débat fait croiser, nous tenterons de comprendre la pertinence de la mise en place du comité de pilotage du bloc de la majorité parlementaire, entendez BMP. Ce bloc constitué par 59 députés qui ont déclaré leur soutien au gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon qui sont décidés à accompagner les actions de ce gouvernement. Alors, vous savez, l'événement a eu lieu justement le jeudi 11 mai 2017. Pour en parler à nos côtés, c'est bien Paulin Vissot. Il est consultant en économie et acteur politique. Et en face de lui, c'est bien Laurent Delors-Faton. Il est doctorant en communication. Ils auront à croiser, comme je vous le disais tantôt, arguments, verbes et exemples, puisque Peggy Ludovic Dagba est en congé. On lui souhaite bon repos, bien évidemment, et meilleurs vœux de notre part. Alors, bonjour Monsieur Vissot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Laurent Delors-Faton, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Davor. Vous étiez des nôtres il y a quelques semaines. Évidemment, c'était un plaisir et c'est un plaisir renouvelé encore. Ce n'est plus le baptême de feu pour vous. Certainement pas. Alors, Monsieur Vissot, je ne vous apprends rien, vous avez suivi l'actualité à la veille, je dirais, les dernières semaines de 2017. Vous avez suivi la grosse activité du BMP, entendez, le bloc de la majorité parlementaire, cet ensemble de 59 députés qui désormais soutient l'ensemble, j'allais dire, soutient désormais les actions du gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon. Alors, qui a désormais à sa tête un comité de pilotage, pour dire un comité de direction, une équipe de gouvernance de ce bloc qu'est le BMP. Selon vous, quelle lecture faites-vous d'abord de ce comité de pilotage? Où se situe la pertinence? Je vous remercie pour votre question, mais avant tout, vous me permettrez de sacrifier à la tradition. Oui, le contraire vous aurait étonné. Ma toute première présence dans ce magnifique studio, après les fêtes de fin d'année, je voudrais présenter à vous et à toute l'équipe d'Eden TV et Diaspora FM mes vœux les meilleurs, la santé, la promotion. Et à vos dirigeants, aux promoteurs de la chaîne, également la santé, la prospérité aussi. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Alors, relativement à votre question... C'est réciproque. Merci. Alors, relativement à votre question, le général de Gaulle, en 1967, dans un entretien avec Jacques Foccart, disait que l'Assemblée nationale, à cet endroit-là, on glose beaucoup, on bavarde beaucoup, mais en réalité que cela n'a aucun effet sur la population, sur la vie publique. Alors, contrairement à cette assertion de ce homme politique, en tout cas, on peut comprendre le contexte politique dans lequel il parlait, mais pour ce qui concerne le Bénin, effectivement, le Parlement, notre Parlement, effectivement, il y a une certaine influence. Aussi bien sur les populations, mais aussi sur les acteurs politiques, et notamment la première autorité du pays, je vais parler du chef de l'État. Et ceci est d'autant plus vrai que il ne vous aura pas échappé que l'une des réformes phares du président de la République n'a pas pu pour le moins prospérer, je veux parler de la révision de la Constitution, n'a pas pu prospérer pour des raisons essentiellement politiques. C'est ma lecture, essentiellement politique parce que... pas tout à fait politique. Oui, parce que je le dis... Pas seulement politique. Oui, j'allais vous dire pourquoi je le dis essentiellement politique, parce que les députés n'ont même pas accueilli le projet pour savoir, pour effectivement savoir quel en est le contenu. C'est pourquoi je dis que c'est pour des raisons politiques. Parce que pour pouvoir apprécier le caractère technique et les conséquences relatives, ils auraient pu au moins passer l'étape de la prise en considération. Ils n'ont même pas accueilli. Donc c'est pour dire que c'est trop fort. Et donc, quand vous êtes dans un contexte comme celui-là, un homme avisé, et donc vous devez pouvoir rentrer en discussion avec les acteurs du Parlement. Et je considère que c'est
on va dire, l'une des résultantes, la conséquence de ce dialogue qui a dû voir le jour au lendemain du rejet de cette constitution. Il faut prendre langue avec les acteurs politiques et ça a dû générer la mise en place de d'une part, le bloc de la majorité parlementaire qui, dans le souci de structurer ses actions sur le terrain, a dû effectivement mettre en place ce comité dont vous parliez à l'instant. Donc pour moi, c'est de bonne guerre, c'est légitime pour un chef de l'État qui a fait campagne, a exprimé clairement son désir de réformer la République. C'est important. C'est pertinent, à mon avis, qu'il discute avec les acteurs qui vont lui permettre de mettre ses réformes en œuvre pour ne pas se voir rouler dans la farine comme disent les Ivoiriens tout le temps. Parce que s'il ne le fait pas, ça n'est pas évident que ces réformes, aussi pertinentes, aussi brillantes soient-elles, puissent être effectivement mises en œuvre. Et je pense que le souhait de tout homme qui a le vœu de voir sa population autrement, c'est de voir ses vœux concrétisés. Donc, pour moi, c'est une image normale et légitime. On va revenir maintenant sur le fond, sur l'harmonie au sein de ce groupe, de ce comité de pilotage. Monsieur Laurent Delors-Faton, vous avez suivi l'actualité comme tout autre Béninois. Vous avez connaissance désormais du comité de pilotage, je dirais, des 22 membres et plus précisément des 5 têtes de pont. Quelle lecture en faites-vous? Comme le faisait tout à l'heure M. Vissor, permettez-moi aussi de formuler mes voeux à ma famille, à mes amis, à mes camarades et à mes collègues, de formuler aussi mes voeux les meilleurs au peuple béninois. Et je souhaite vivement que l'année 2018 soit une année de grande prospérité et que le Bénin connaisse beaucoup plus une stabilité d'ordre politique et social. Et que l'espoir projeté par le chef de l'État lors de ces deux derniers discours se réalise réellement et que le peuple béninois se sente davantage mieux. Que l'année 2018 soit une année beaucoup plus heureuse par rapport à l'année 2017. C'est ce que je voudrais dire et souhaiter à chacun de nous que nous travaillons davantage pour participer au développement de ce pays. Et pour venir au sujet en question, je voudrais faire comme l'a fait M. Vissor, retourner un peu dans le passé pour nous situer dans le contexte qui a prévalu à la création de ce bloc. Il faut dire que c'était à l'occasion de la révision de la Constitution qui a malheureusement ou heureusement échoué. Dans le contexte, il ne faut pas... Le 4 avril 2017, il ne faut pas se leurrer. Ceux qui avaient fait échec ou bien ceux qui avaient soutenu la révision de la Constitution n'étaient pas tous dans la même logique. Il y avait des blocs disparates dans le même camp. Il y avait certains qui avaient accepté le projet, non pas dans la logique du chef de l'État, mais avec d'autres logiques. Et il s'est fait simplement qu'au lendemain de cet échec, tous ceux-là, on les a regroupés dans un bloc comme si c'était un bloc homogène. Il n'était jamais un bloc homogène. Et ce que je le dis pour avoir échangé avec certains acteurs, certains députés qui avaient fait connaître leur position. Ils n'étaient pas là pour adopter le projet en l'état, mais ils avaient aussi leur position. Ils se disaient, une fois en plénière, ils pourraient faire connaître leur position. Mais comme le projet a échoué, on les a tous regroupés et il y a 2 blocs qui se sont formés, mais personne n'a cherché à savoir quels étaient les intérêts en jeu. Mais on a seulement séparé les 2. Ceux qui ont révisé, ceux qui ont accepté, on les a regroupés dans un bloc et ceux qui n'ont pas accepté dans un bloc. Et c'est de là que les négociations ont commencé. Ces négociations ont fini par donner le comité de pilotage qui nous montre une fois encore que rien n'est fait. Qu'en réalité, nous avons affaire à un groupe hétéroclite où des intérêts sont divergents et qu'aucunement chacun des acteurs n'est prêt à faire un combat ensemble. Sinon, c'est la première fois que je vois dans un système politique qu'on a un comité ou bien une coordination dirigée par 5 personnes sans une tête. Parce que les 5 acteurs qui sont à la tête de ce comité ne se sont pas entendus pour dégager une personnalité qui devra en être la tête. C'est votre lecture. Oui, et ça veut dire que ce comité mis en place me montre que depuis avril 2007,
2017, mais à ce jour, ils sont incapables de s'entendre pour nous Donc, donner vous déjà une certaine difficulté. Difficulté à confier d'harmonisation. déjà le BMP à C'est comme s'il y a une guerre inédite de leadership qui se pose au niveau de ce bloc. Et c'est à ce défi que j'aurais voulu que les acteurs œuvrent davantage, qui nous aident à avoir clairement la tête du comité de pilotage, ce qui nous permettra de savoir réellement qu'il y a une cohésion et nous permettra de faire une bonne lecture. Mais à ce jour, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement parce que les signaux qu'ils nous envoient ne sont pas des signaux rassurants, ne sont pas des signaux cohérents pour qu'on puisse faire une bonne analyse. S'ils réussissent à nous dégager une personnalité, on pourra l'analyser. Parce que nous ne l'aurons pas. Et le bloc de la majorité présidentielle n'est pas inédit. C'est déjà vu. Et qu'après l'élection d'un chef de l'État, un groupe se forme autour de lui, un groupe politique se forme autour de lui pour lui dire qu'on veut accompagner ses actions. Ça a été fait au moment du président Soglo. Ce fut le cas avec le président Kérékou, avec le président Yaboni, on a vu. Et l'expérience nous a montré que ces blocs n'ont jamais été des regroupements cohérents. Ce n'est que des intérêts hétéroclites et personnels qui se regroupent de manière circonstancielle pour accompagner un individu juste dans le dessein de satisfaire leurs intérêts. Et si on devrait assister au même jeu après 25 ans de démocratie, je me dis qu'on n'avance pas et qu'on stagne. Pire encore, on recule. Très bien. Pour le Vissor, vous savez, je ne pourrais pas rentrer dans certains détails, comme le fait mon ami, parce que à l'écouter, c'est à croire qu'il est à l'Assemblée ou qu'il a des sources de renseignements. Il dit avoir échangé avec quelques... Bon, je fais foi à ce qu'il dit, mais je ne pourrais pas faire autant. Ce que je peux dire, c'est, première chose, qu'il ne faut pas... comment dire, il faut attendre pour voir les actions, pour être en mesure de les apprécier dans leur juste valeur. C'est trop prémédité, à mon avis, de prédire déjà, manifestement, les difficultés. Parce que, vous savez, la politique n'est pas une science exacte. Mais il y a une chose qui tombe sous le sens, qui tombe bien sous le sens, c'est qu'il y voit une difficulté déjà à confier la gestion à un cadre politique. Oui, je vais venir. Je disais tantôt que la politique n'est pas une science exacte. Et c'est un jeu d'alliance que vous faites à des moments donnés pour pouvoir atteindre un objectif. Et vu sous cet angle-là, effectivement, il peut arriver que vous retrouviez ensemble des acteurs qui, hier, n'étaient pas, ne discutaient pas. Quand vous prenez le bloc précisément, le premier niveau de responsabilité, vous avez quand même ensemble un certain nombre d'acteurs que vous pouvez trouver bizarres. Voilà. Vous avez le président Oumeji, vous avez... Des cadres que tout oppose. Le président Oumeji et le président Moussou, qui sont dans le même comité. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle 2011, l'Union fait la nation, où manifestement, certaines langues disent que le président Oumeji n'aurait pas digéré l'échec de 2011, tout ça. C'est vrai, ce sont des faits, on ne peut pas nier ça. Mais aujourd'hui, il n'y a que... ils ont en face une personnalité. Je veux parler de M. Patrice Talon, qui a eu la chance et l'honneur, parce qu'il faut effectivement le rappeler, de collaborer dans l'ombre avec tout ce monde, toutes ces personnalités, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, qu'il leur demande de l'accompagner, je pense qu'il a dû mettre, je ne suis pas dans le secret des dieux, j'observe, je donne mon avis en tant qu'observateur externe, il a dû discuter avec eux pour qu'ils s'entendent sur l'essentiel. Parce que ce qu'il a fait là, c'est de pouvoir accompagner les réformes du chef de l'État. Il ne s'agira pas pour chacun de tirer son épingle du jeu. Et ça me permet de bondir sur la question du leadership. En fait, l'esprit, de ce que je constate là, l'esprit, ça n'est pas d'avoir un patron qui va discipliner non, c'est pas ça. C'est de mettre un cadre de concertation assez souple, assez
à la manière des anglo-saxons, où c'est plus relax, d'accord, où il s'agit quand même de personnalités. J'ai parlé parmi les 5 présidents qui doivent coordonner le groupe. Vous avez quand même au moins 4 qui sont des anciens président de l'Assemblée nationale. Vous avez le président Edji, vous avez le président, le professeur, comment il s'appelle, Mathurin Nago, vous avez monsieur Amoussou Bruno, vous avez maître Dieng Béji et vous avez monsieur Biya. Voilà, donc c'est ce dernier seul qui n'a pas eu encore la chance d'être président de l'Assemblée nationale, avec des têtes fortes, n'est-ce pas, de ce genre-là, vous ne pouvez pas espérer. L'idéal, ce n'est pas d'avoir quelque chose structuré, des patrons. Il me semble que c'est d'avoir un cadre forte qui n'ont jamais rien fait d'ensemble. Non, c'est-à-dire que ça, je vous ai dit que la politique n'est pas une science exacte. Et ce sont des jeux d'alliance qu'on fait à chaque instant en fonction de l'objectif à atteindre. Vous avez vu dans un passé restant, M. Azanaï se présentait au domicile de M. Léali lorsque ce dernier était, on va dire, faisait l'objet d'une perquisition, lorsque son domicile était perquisitionné. Qui aurait cru, il y a quelques, je crois, aux dernières élections communales, vous avez vu, vous rappelez l'allégorie du CP 2 ans, je ne sais pas comment ça se disait. Tout ce 3 CI. Voilà, 3 CI, tout ce que... Si je vous comprends bien, M. Vissot, donc Patrice Talon aurait réussi à leur faire oublier toutes leurs divergences. Dans tous les cas, on ne peut pas... Il y a aujourd'hui une mission, d'accord, et celui qui demande la mission connaît assez bien les acteurs qu'il a en face. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, j'estime qu'il a pu trouver les terrains d'entente pour que l'essentiel, à savoir que ces réformes passent à l'Assemblée, il me semble qu'il a dû trouver ce mécanisme-là. Et mieux, au sein de ce bloc, vous avez quand même des personnalités aussi fortes politiquement. Je veux parler, par exemple, de Mme Claudine Prudencio, quand même une dame, une Amazone des temps modernes qui a affronté dans sa circonscription électorale le tout-puissant Yahi Bouni et qui s'en est sorti victorieux. Donc, lorsque vous avez des barons de ce genre dans un groupe, je pense vous avez beaucoup plus intérêt à mettre l'accent sur la souplesse plutôt que de vouloir régenter la réflexion et la réflexion et l'action des uns des autres. Je pense que l'essentiel, c'est le résultat et ça se fait bien sentir sur le terrain. Vous avez vu un certain nombre de décisions, de lois qui ont été votées cette année. On y vient. On peut discourir sur l'opportunité, la pertinence, les conséquences. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas refuser à un président, à quelqu'un qui a battu campagne sur la base d'un programme, d'un projet de société qui a été élu. Donc, ce n'est pas qu'il a fait un coup d'État, il a été élu, d'accord, sur la base des réformes. Et donc, qu'il décide de les mettre en application, vous ne pouvez pas le lui dénier. Les erreurs, la pertinence, le sérieux, tout ça, on peut discuter. Mais c'est légitime pour lui de vouloir appliquer ces réformes. Laurent Delors-Faton. Quand j'écoute mon vis-à-vis, moi, je ne suis pas acteur politique. Lui, il est acteur politique. Moi, je suis analyste, je suis communicateur politique. Et je m'intéresse aux faits. Et les faits, quand je les vois, on ne peut pas dénier un chef de l'État qui a une majorité ou bien qui a un bloc autour de lui de le regrouper. C'est une évidence. Il en a besoin pour ses actions. Mais quand je vois un comité à 5 têtes, je me rappelle une seule histoire, 1990. 1970 au Bénin, le monstre à 3 têtes. On a été incapable dans ce pays de réunir 3 acteurs autour d'un idéal. Le contexte n'est pas le même. Je ne veux pas, ce n'est pas le contexte que je parle. On ne peut pas faire de l'analyse politique sans se référer à l'histoire. Et l'histoire nous enseigne que dans les années 70, quand on a voulu mettre ensemble les 3 acteurs, les 3 leaders de la politique béninoise en ce temps, on n'a pas pu dégager un acteur, on les a mis ensemble les 3. Ils étaient tous des leaders. Et personne ne voulait céder son leadership à l'autre. Et ça finit par capoter. Aujourd'hui... Ce n'est pas un théorème. Aujourd'hui, ce n'est pas un théorème, mais on ne peut que se servir de l'histoire, parce que l'histoire est le référent à partir duquel on construit l'avenir. Alors si aujourd'hui, les 5 acteurs sont incapables de s'entendre, et je dis il y a un problème. Et ce qui me fait plus dire qu'il y a un problème, est-ce que par le passé, je ne veux pas prendre les FCBE comme modèle, mais vous vous souvenez,
Azatassou, qui avait dirigé la FCBE, était un acteur politique anonyme. Il n'était pas plus visible. On allait chercher un homme qui n'est pas visible pour mettre à tête d'un regroupement. Pourquoi ne peut-on pas chercher un député anonyme, un député qui n'est pas aussi visible pour le mettre à tête, pour que les 5 acteurs qui sont aujourd'hui des leaders puissent faire taire leur couleur de leadership. Et si ce n'est que ces 5 acteurs qu'on met à la tête... Une chose est sûre, on n'a noté encore aucune querelle de leadership au niveau du BMP. C'est pas qu'on vient de commencer. Vous vous référez au passé. C'est le passé qui nous enseigne que ces gens de regroupement avec des leaders, ça ne finit toujours pas capoter. Et là où je m'en vais, qui porte désormais la voix alors? Qui est alors celui qu'on va désigner désormais pour dire c'est lui qui prend l'initiative au sein du bloc? Il n'y a personne. Pensez-vous que 5 personnes peuvent décider à la fois? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si on n'arrive pas à nous dégager, il y a un problème. Et là n'est pas la grande question. La grande question est ce à quoi ce bloc peut aider le peuple béninois. Si c'est un bloc juste pour aider, pour accompagner un chef de l'État, juste dans ses ambitions et conjoncturelles, je dis on n'en a pas besoin. Nous avons besoin d'un bloc qui voit beaucoup plus grand, qui nous aide à sortir de la caporisation du pouvoir d'État par un individu pour aider à ouvrir beaucoup plus le débat politique. Parce que depuis que ce bloc est né, un constat se fait. Ce bloc est devenu le répondant direct du chef de l'État. Ce bloc ne fait plus, le BMP ne fait plus aucun débat contradictoire. Le BMP ne favorise plus l'exercice de la démocratie béninoise comme elle se faisait par le passé. À l'hémicycle? À l'hémicycle. Tout ce qui quitte le gouvernement est accepté par le bloc. Le bloc est devenu un couloir pratiquement et il y a comme une scission nette entre les deux camps. Les opposants à la révision et ceux qui sont pour la révision. J'aurais voulu que ce bloc instaure l'Assemblée nationale que nous avons vue dans les années 90 au Bénin, où il y avait des députés, je dirais, vraiment honorables. Ils sont encore parmi dans ce bloc. Il y a l'honorable Amoussou qui est là, il était parmi ceux-là. Ongbedi est là, il était parmi ceux-là. J'aurais voulu que ceux-là retrouvent leur verve ou bien leur leadership des années 90. Et qu'en dehors de leur soutien inconditionnel au chef de l'État, qui nous aide à avoir beaucoup plus de débat démocratique à l'Assemblée. Qu'il aide beaucoup plus le Bénin à se sentir beaucoup plus fier que par le passé. Parce que depuis que ce bloc est né, c'est comme si le Bénin vit des heures de morosité au niveau politique. On ne sent plus l'ambiance politique comme ça se faisait par le passé. Et ce que moi je souhaite vivement, que ce bloc se fasse, c'est normal, parce que le chef de l'État l'a bien clairement dit, il veut désormais assainir le climat politique au Bénin. Il veut faire les réformes politiques. C'est louable. Tout le monde sait que l'émiettement de la scène politique béninoise ne nous arrange pas trop, on le sait. Mais si ce bloc doit nous permettre de mieux assainir la classe politique et d'avoir une visibilité pour que le débat se fasse de manière beaucoup plus, je dirais, excusez-moi, de peu intelligible que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le débat auquel on assiste, c'est un débat qui est devenu un débat, je dirais, trop partisan. C'est les pour et les contre. Et personne ne... C'est ce qui fait le débat. Non, c'est ce qui fait un débat. Ce débat est rigide. Ce débat, c'est ceux qui sont pour le chef de l'État, ils font le débat parce qu'ils défendent le chef de l'État. Les autres, ils sont contre le chef de l'État. Personne ne fait le débat pour le Bénin. Alors, j'aurais voulu que le débat se fasse pour le Bénin, qu'on dise qu'est-ce que le chef de l'État fait de bon et qu'est-ce qu'on a à lui apporter pour qu'on puisse avancer. Mais malheureusement, le bloc, le BMP aujourd'hui ne fait pas ce débat. Tout ce qui vient de l'exécutif... Il ne revient pas au BMP seul de faire le débat. Non. Le BMP doit faire le débat avec... Les acteurs du BMP sont des acteurs, je dirais, légendaires de la politique béninoise. Ils devraient avoir une position où on sente que désormais, leur posture n'est pas une posture partisane pour partisane. Parce qu'ils sont devenus trop partisans qu'ils n'ouvrent plus le débat. Et quand on voit l'Assemblée, les lois qui sont votées aujourd'hui, c'est comme si... Quand les lois viennent, quand c'est de l'exécutif, on les fait passer simplement sans qu'on nous aide à voir beaucoup plus clair. Et c'est ce qui m'inquiète davantage. Je le dis parce qu'on est en train de nous conduire progressivement dans un système, je dirais, monopartisan. Parce que apparemment, vous voyez, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée concernant par exemple l'affaire du discours du chef de l'État, concernant le budget. Vous avez vu, du moment où les autres qui se disent opposants, dont on peut parler autrement parce qu'une opposition n'est pas une position rigide à un pouvoir,
Il faut chercher à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous avez vu, quand ils ont fait leur débat, les autres, ils étaient directs aussi dans leur débat. On sent qu'il y a deux blocs, mais personne ne veut faire le juste milieu. Alors qu'on a besoin de juste milieu à un moment donné. J'aurais voulu que les personnalités, les autres personnalités que nous avons comme Amoussou et consorts, nous aident à cristalliser l'attention beaucoup plus sur le Bénin et non sur le chef d'État et ceux qui sont contre le chef d'État. C'est déjà bien que vous avez reconnu qu'il n'y a pas eu absence de débat à l'Assemblée. Il y a un débat. Pour l'invisseur. J'espère que j'aurai autant de temps pour répondre à chacun des points qu'il a soulevés tout à l'heure. Il a abordé, il a fait référence à l'histoire tout à l'heure. Oui. Je suis d'accord que l'histoire nous permet à l'époque ce qu'on a appelé le monstre. Mais je vous dis, mais alors le contexte n'est pas du tout le même. C'est radicalement il a reconnu. Alors ce qui est clair dans cette affaire, c'est que nous avons en face des acteurs politiques que celui qui sollicite l'accompagnement connaît, maîtrise. Depuis, il a dit publiquement, c'est pas, je ne violerai pas un secret en le disant, depuis Paris, il a pu parler à ces autorités qui l'ont suivi. Et ce qui a abouti à l'élection de M. Adrien Oumbouidi à la tête de l'Assemblée nationale, il n'était pas très loin de cette élection-là. Et bien avant ça, c'est un monsieur qui est dans les arcanes du pouvoir politique depuis des années. Donc il sait qui est qui et quel est la fibre sur laquelle se positionner pour pouvoir faire passer le message. Donc, sur ce plan-là, moi, je suis rassuré. Deuxième chose, M. Talon est un ouvrage que les Béninois ont intérêt à apprendre à lire. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ne connaissent pas l'homme. D'accord ? Ils ne connaissent pas l'homme et puis ils disent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Moi, vous savez très bien que je suis un activiste du secteur privé. Je connais l'homme dans le secteur privé de par mes activités professionnelles, je le connais depuis longtemps. Ça n'est pas ce que j'entends de ce monsieur aujourd'hui. Voilà, il veut tout, machin. Ce n'est pas l'homme, ça. C'est un homme assez très rigoureux. Assez très pointu. Oui, mais est-ce que cette rigueur est applicable? Je vais vous le dire. Non, justement, c'est ce qu'il a commencé. C'est ce qu'il a voulu, justement. Il a voulu être technique au départ. Et ça n'a pas marché. C'est pourquoi, justement, il faut forcément discuter avec les acteurs politiques. Je vous ai dit que le monsieur, il a battu campagne sur des réformes. Il nous a dit qu'il a des réformes à implémenter. Mais le simple fait, n'est-ce pas, de l'élire comme chef de l'État, ça veut dire que de façon directe, nous acceptons qu'il fasse les réformes. Sinon, on l'aurait rejeté ensemble. C'est qu'il a pu convaincre le peuple. Il a pu convaincre que nous sommes d'accord. Sinon, on ne l'aurait pas choisi, on ne l'aurait pas élu. À partir de ce moment-là, le peuple attend et je ne comprends pas pour maintenant que ce que vous aviez accepté, ce que vous aviez demandé qu'on applique, on veuille l'appliquer. Le peuple n'a pas accepté subir. Non. Qu'est-ce que vous appelez subir? Je vous dis que je veux être votre président. Voici ce que j'entends faire si je suis élu. Mais vous m'avez élu. Quel est le message que vous m'envoyez? Vous me dites indirectement, faites ce pourquoi vous avez été élu. Oui. C'est ce qu'il a voulu faire justement. Donc, en son temps, le peuple ne lui a pas dit, il n'avait pas dit au peuple, quand j'y serai, tout ce que je voudrais, tout ce que je voudrais comme réforme passera. Non. Dites-moi honnêtement, de vous à moi, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a fait quoi maintenant qu'il n'avait pas dit lors des campagnes? Tout ce qu'il est en train de faire, le plan qu'il déroule actuellement, il a déjà dit, il a présenté le plan avant qu'on le lise. Donc moi, je ne nous comprends pas. Il faut qu'à un moment donné, nous soyons conséquents envers nous-mêmes. Si vous faites un choix, il faut pouvoir l'assumer. D'accord? S'il n'avait pas dit qu'il ne mènerait aucun combat contre la corruption, et que maintenant il commence par en parler, je comprendrais. Voyez-vous? Donc je pense qu'il faut que nous soyons conséquents vis-à-vis de nous-mêmes. Autre chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, et certainement que les voix les plus autorisées derrière ce BMP ne me démentiront pas. Pour moi, ce n'est pas nécessaire de régenter cette équipe parce qu'il s'agit de personnalité. D'abord, il s'agit de personnalité politique. Deuxième chose, ils sont des élus. Donc, ils ont forcément leur autonomie à pouvoir défendre. Donc, on n'a pas besoin de les régenter. Ils savent quel est l'objectif. Forcément, dans un groupe, vous ne pouvez jamais avoir l'unanimité. Il y a forcément des divergences politiques, aussi bien personnelles et tout. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que moi, j'ai un objectif, le président a un objectif, et donc il demande à des acteurs de l'accompagner. Donc, on n'a pas besoin d'avoir forcément une personnalité forte. Puisqu'ici,
je vous ai dit, il s'agit de personnalités très fortes de la vie politique béninoise. Et je pense que l'essentiel, quand vous renvoyez, c'est une pyramide pratiquement à cet niveau. Vous avez d'abord les présidents, vous avez des coordonnateurs, vous avez après des secrétaires généraux, des chargés de communication. Voilà, donc je pense que l'essentiel y est pour que l'objectif qui est visé puisse être atteint. Donc moi, je voudrais qu'on soit patient et que nous disions que il faut forcément... Je ne crois pas que subitement, M. Talon soit devenu tout ce que j'entends aujourd'hui. M. Talon est bien évidemment avec son équipe. Voilà. Donc je pense que nous avons intérêt à être patients. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est notre vie, c'est les acteurs, c'est la vie politique antérieure qui a été implémentée ces 20 dernières années. Ça, il faut le dire. Parce qu'on a eu des gens sur des questions qui concernent l'avenir, de la génération. Parce que ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que nous avons reçu un Bénin intact de la génération antérieure. Nous avons l'obligation de le conserver tel pour le transmettre à la génération future. Mais aujourd'hui, nous nous comportons comme si, après nous, il n'y aura plus d'autres Béninois qui vont venir sur cette terre. C'est ça le problème. De sorte que, toutes les fois que les gens n'ont pas la satisfaction à leurs besoins immédiats, et ça pose un problème. Un pays ne peut pas vivre dans l'immédiateté. Moi, j'ai fait le tour d'un certain nombre de capitales africaines ces derniers temps, mais vous ne verrez pas, excusez du peu, le bordel que vous avez dans la ville de Cotonou, vous ne verrez pas ça ailleurs. Où à chaque coin de la rue, des gens s'installent pour faire du commerce. Et quand vous les interrogez, ils disent, nous allons manger. Un pays ne peut pas vivre de cette manière-là. Vous avez vous avez un phénomène qui est devenu aujourd'hui une filière, le phénomène Zémijan. Mais vous ne pouvez pas imaginer les dégâts environnementaux liés à cette activité-là. Donc je pense que nous devons réfléchir. La vie, c'est deux choses. Ou nous acceptons faire le sacrifice maintenant pour jouir après, soit nous jouissons maintenant pour faire le sacrifice après. C'est à nous de choisir. Donc je pense que il faut que nous apprenions, et nous qui avions la chance, au moins nous qui avons la chance d'aller à l'école, qui sont un peu en griffe les Akawé, il faut que nous puissions l'expliquer à nos compatriotes pour dire la vie ne peut pas être le ici et maintenant et tout de suite là. Il faut qu'on arrête ça et qu'on pense à poser des actes qui durent dans le temps. Oui, Monsieur Vissor, que dire de la gestion, je dirais, de la vie politique à l'hémicycle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les 59 députés qui se sont constitués en BMP soutiennent désormais, ce jusqu'en 2021, les actions du gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon. Alors, comment gérer désormais les projets de loi qui passeront? Non, la démocratie a malheureusement ou heureusement ceci que c'est la dictature. Tout ce qui sera proposé passera. Non, je vais répondre à ça, mais je veux rappeler un certain nombre de principes liés à la démocratie. C'est la dictature de la majorité. Si nous sommes 5 et que 4 ou 3 pensent qu'elles prennent une décision, ils passent au vote, les 2 autres sont obligés de subir. C'est comme ça partout. Donc ça ne veut pas dire que les 3, la majorité, a forcément raison. Mais c'est un principe que si nous avons accepté être en démocratie, nous devons pouvoir accepter que la majorité dicte sa loi. Mais il faut effectivement reconnaître que cette majorité, il faut espérer que cette majorité soit éclairée et que le travail de discussion se fasse. Et encore que, moi j'ai suivi les débats un peu hier sur le vote des lois, contrairement à ce que mon ami dit tout à l'heure, savoir que l'Assemblée serait un couloir, une pièce. Non, c'est pas du tout ça. On a suivi même un honorable qui l'a dit. Quand il a dit que c'est le prolongement de... Non, c'est un discours purement politique. Ça n'a rien de technique. C'est un discours purement politique. Dans toutes les assemblées où vous avez une majorité qui décide d'aller dans un sens, forcément, cette majorité dicte sa loi. Il faut pas que il faut que nous puissions savoir ce qui est politique. Il faut pouvoir distinguer le discours politique du discours technique. Quand il dit que voilà, c'est un faux débat, vous pensez que les personnalités que nous avons au sein de l'Assemblée nationale vont accepter ce sabotage. J'ai subi un peu le débat hier sur le retrait du droit de grève. Les débats étaient quand même éclairés. Le gouvernement qui dit que lui, parce qu'il estime que les dégâts liés aux grèves faites par les acteurs de la santé
les paramilitaires, les acteurs de la justice, les conséquences relatives à cette grève-là sont désastreuses. Conséquences, je propose qu'on supprime. C'est légitime. C'est légitime. Maintenant, il revient. Spécialement sur... Bien sûr, on ne peut pas... Mais attendez, cette grève-là, la grève de la santé, vous n'avez pas idée du nombre de nos compatriotes qui sont morts pour des questions, pour moi, idiotes. Parce que vous avez élu quelqu'un, sur la base des réformes, qui dit « je veux appliquer mes réformes ». Et les mobiles qui sous-tendent ces grèves ne sont pas anodins non plus. Vous n'avez même pas, attendez, vous n'avez même pas encore vu les réformes qu'il veut annoncer ne sont même pas encore mises en application pour que vous déceliez éventuellement les méfaits. Et sur la base des intentions légitimes, puisqu'il a été élu pour ça, légitime, vous allez en grève et vous laissez mourir nos compatriotes. Donc c'est légitime pour un gouvernement de dire « moi je n'en veux pas ». Mais s'il a pu convaincre les députés, s'il a pu avoir une majorité à l'Assemblée qui ont voté, qui l'ont suivi, la Cour constitutionnelle va aviser. Mais vous ne pouvez pas reprocher à un gouvernement qui, face à une situation, prend une décision pour dire, c'est sa position, c'est sa perception des choses. Donc, on ne peut pas dire que on veut régenter, non, moi je pense qu'il faut que nous soyons, il y a trop de bavardage dans le pays, il faut que nous soyons réalistes en disant ce que je suis légitimement fondé à demander, ce que les institutions de la République aviseront. Ça, c'est le b.a.-ba du fonctionnement d'un régime démocratique. Mais quand la minorité cesse presque d'avoir voix au chapitre... Qu'est-ce que vous appelez la minorité cesse d'avoir voix au chapitre? Si vous voulez, si c'est par rapport à l'incident Mitokwe, si c'est à ça que vous voulez faire allusion, je dis, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que pour autant que M. Mitokwe est un député et donc il peut dire tout ce qu'il veut au sein de l'Assemblée, il est également, légitimement, illégalement fondé que le président de l'Assemblée nationale, agissant escalité, donc ayant le droit de la police, n'est-ce pas, discipline, n'est-ce pas, les interventions. Et ça, c'est du droit pur. Donc on ne peut pas dénier à quelqu'un qui a un pouvoir, qui a le droit, qui assure la police d'une séance. Vous ne pouvez pas lui... Ce que nous ignorons, c'est que légalement, même le président de l'Assemblée, il peut même faire expulser un député de l'Assemblée de l'hémicycle. Il peut le faire, juridiquement, il peut le faire. Nous avons beaucoup de tests dans le pays, mais on ne sait pas. On n'a jamais su qu'un préfet pouvait suspendre le maire dans ce pays, on ne savait pas. On ne savait pas. Justement, donc, tout est consigné, tout est écrit. Mais non, c'est ça, c'est pour nous dire qu'il faut que je parlais de la nécessité pour nous d'être conséquents vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que nous avons opté pour un régime démocratique, c'est la dictature des tests. D'accord. Lorsque vous avez opté pour ça, qu'on vous applique les tests, je pense qu'il ne faut pas vous en plaindre. Autrement dit, Laurent Delors-Faton, la dictature de la majorité passera encore pour quelques années. Quand j'écoute M. Vissor, je vois un fervent défenseur d'un régime en place et je me dis, waouh. Moi, donc vous ne lisez que du soutien dans son analyse. Oui, c'est évident, c'est évident. Nous sommes dans un système démocratique, il faut accepter les principes. Soit on est en démocratie ou on ne l'est pas. La démocratie, c'est le bavardage. D'abord, et les actions après. C'est le système. On bavarde, on finit par s'entendre, et après on fait les actions. Mais si on refuse en démocratie de bavarder, on n'est plus en démocratie. Nous sommes alors dans un autre système. Et il faudra contrôler le système dans lequel on est. Mais nous avons fait l'option de la démocratie en 90. Soit on retourne dans un système de dictature où on est en démocratie. Et quand on est en démocratie, il y a la liberté d'expression et d'action. Et on ne peut pas me dire que du moment où les Béninois parlent, se prononcent sur ce qui se passe dans leur pays, on n'est pas sérieux. Nous sommes assez sérieux. Et c'est le bavardage qui a amené le chef de l'État actuel au pouvoir. C'est le bavardage organisé par les centrales. Je ne suis pas sûr que nous ayons les mêmes compréhensions du contexte. Moi, je parle de ce qui est inutile. Je ne dis pas l'absence du débat. Je parle du débat démocratique. Aucun bavardage en démocratie n'est inutile. Non, je préfère le mot débat plutôt discussion. C'est vous qui avez dit bavardage. Non, ce que moi j'appelle bavardage, ce n'est pas le débat. D'accord ? Le débat démocratique, oui. Mais ce que j'appelle bavardage, c'est le fait qu'on accorde, on met la censure, on s'accroche aux enjoliveurs. C'est ça la démocratie. On s'accroche, on vous aura compris. On s'accroche aux enjoliveurs. Laissez-les aller au bout de son raisonnement. N'empêchons pas le pauvre citoyen qui est à Tchoumi de se prononcer sur ce que le chef de l'État aurait fait. C'est sa compréhension du débat. Et il en dit ce qu'il pense. C'est la démocratie.
C'est aux dirigeants de savoir tirer le vrai de l'ivraie, pour savoir de ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on prend pour pouvoir nous conduire vers un bon port. Et moi, je dis, depuis 1990, nos chefs de l'État et nos dirigeants n'ont que deux obligations. La démocratie, ils se sont entendus pour nous l'accorder. Ce n'est plus un fait sur lequel il faut revenir. On ne peut plus parler de la démocratie normalement. Et chaque fois qu'un régime vient et qu'on commence pas toujours parler des acquis démocratiques, je dis, mais on recule. Parce que c'est un président déjà posé. On n'a que deux objectifs. Le premier, c'est de construire l'économie dans ce pays. Et le second, c'est de permettre à ce que la population se sente beaucoup plus à l'aise, la prospérité. Mais depuis 1990, on ne fait pas le débat qui nous amène vers la construction d'une économie stable et prospère. Et c'est là où le débat va se faire. Mais depuis que le chef d'État est élu, en l'espace de 2 ans, l'économie béninoise n'a pas bougé. Et c'est là le défi. Et moi, j'ai dit, en début de mes propos, qui nous a donné l'espoir. Vous n'avez pas les indicateurs qui prouvent que rien n'a aucun bougé sur le indicateur plan à ce jour ne nous montre. Vous avez en face de vous un économiste. Et le chef de l'État l'a dit clairement. Il projette qu'en 2018... Il n'a pas reconnu que rien n'a bougé. Il a dit qu'il y a des fondements. La situation est stagnante. Il a reconnu que beaucoup d'efforts ont été faits, mais que les fruits restent. Il a même fait usage d'une figure de style comme quoi, jusque-là, il est au niveau du ré. Du ré, ça veut dire qu'on n'a pas encore commencé par voir le bâtiment sortir comme ça doit sortir. Et je dis, ça ne voudra pas dire que rien n'a été fait. Il fait beaucoup de choses, mais je dis les indicateurs qui vont nous dire que demain sera meilleur, on ne les voit pas encore. Et c'est ce pourquoi il dit, dans ce discours, il nous a dit que 2018 sera l'année de l'espoir. Moi, je voudrais que ce soit vraiment l'année de l'espoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je dis que le BMP, il faut qu'on y voit de très près ce qu'ils ont déposé comme acte. Vous savez que depuis hier, la maison de justice est en grève. Mon parti quand même en grève. Et comment pensez-vous qu'on puisse commencer une nouvelle année avec une crise? Parce qu'on nous a dit que l'année 2018... Est-ce au BMP? Mais c'est le BMP, c'est eux qui ont voté la loi. Alors que la loi d'abord, pour la voter, il aurait fallu quand même aussi étudier un contexte. Vous savez, il y a comme un esprit de malhonnêteté dans ce qui s'est fait par rapport à la loi. Et je m'explique. La justice était en grève et ils ont donné un moratoire au pouvoir qui devrait prendre fin le 31 décembre. Ils n'ont eu, parce que j'étais en débat la dernière fois sur une chaîne concurrente avec un secrétaire général de l'UNAJAB, quelque chose comme ça quand même. L'UNABAB, je pense. Et il disait que les négociations par rapport au moratoire n'ont donné aucun résultat. Et qu'à ce jour, ce qu'ils ont demandé, le gouvernement n'a rien accordé et même le gouvernement a suspendu pratiquement les débats, les négociations. Et qu'à la veille de la fin de leur moratoire, on sorte à l'Assemblée, on vote à l'Assemblée une loi qui leur interdit la grève. Ça veut dire qu'on a voulu, non seulement on n'a pas voulu négocier avec eux, mais on a voulu leur couper le bec. On a dit, on ne négocie pas avec vous, mais vous n'avez aucun droit vous ne pouvez pas réagir. C'est là où je dis qu'il y a comme une mauvaise foi au sein du bloc de la majorité présidentielle et au sein du gouvernement, parce qu'il aurait fallu qu'on négocie avec la justice et qu'on ait un début de satisfaction avant de chercher à faire d'autres actions. Mais souvenez-vous, par le passé, les crises actuelles ne sont pas des crises dues au gouvernement en place. Les crises que nous avons dans le monde syndical, c'est des crises de vieille date que tous les gouvernements successifs ont été incapables de résoudre. Et que quand chaque gouvernement vient, on continue les mêmes crises, les mêmes revendications. On n'en finit jamais. Que reprochez-vous alors au BMP? J'en viens. On n'en finit jamais et on continue. Ça veut dire qu'à un moment donné, nos dirigeants ont été capables de résoudre les crises sociales que nous avons. Et c'est dommage que n'ayant pas résolu les problèmes, on puisse interdire la grève. Parce que la grève fait partie aussi des acquis démocratiques. Nous ne l'aurons pas. Est-ce que les grèves ont pu résoudre ces problèmes? Les grèves n'ont pas résolu le problème parce que les acteurs politiques, les dirigeants ont été incapables de trouver les solutions. Parce que, écoutez, qu'il ne faudrait pas expérimenter quand on prend la santé, de quoi parlons-nous? Les gens parlent du minimum. Le minimum requis, on en parle tous les jours. On dit que les centres de santé ne sont pas équipés. Le personnel n'est pas bien traité. On dit des choses qui sont des choses élémentaires que tout le monde connaît et auxquelles, même si les ressources financières de l'État ne sont pas encore en mesure de pouvoir les satisfaire, on peut quand même négocier avec les gens. Et souvenez-vous, on a négocié avec les hommes de la santé et ils ont quand même donné au chef de l'État un moratoire. Il lui a dit, par rapport à nos réformes, vous allez voir ce que je ferai pour vous les années à venir. Mais ils ont suspendu les grèves. Pourquoi, sans avoir donné un début de satisfaction aux problèmes réels, on leur arrache le droit de grève? Ça aurait été bien que le minimum soit d'abord fait et que les gens continuent pas à aller droit dans le mur qu'on leur arrache. Et même leur arracher, je ne suis pas juriste,
Mais je sais qu'on attend quand même la décision de la Haute Cour de justice pour savoir, la Cour constitutionnelle pour savoir ce qu'il en sera. Mais le fait d'arracher aux gens le droit de grève ne veut pas dire que les gens travaillent. Le fait de leur interdire de travailler ne veut pas dire qu'ils ont la conscience professionnelle. Parce que le fait d'être au travail ne veut pas dire qu'on travaille. Et le fait de travailler ne veut pas dire qu'on travaille bien. Alors, à quoi voulons-nous aboutir réellement si on fait les choses par la brutalité? Parce que c'est la brutalité, au fait, qui veut régner. On veut imposer aux gens de force des choses qu'on aurait voulu, qu'on pouvait avoir à travers le dialogue. J'aurais voulu. Vous n'attribuez qu'aux actions du gouvernement que des concepts à sémantique péjoratifs. Non, c'est de pas la malhonnêteté pour le BMP. Non, écoutez. Et de la brutalité. Je ne fais qu'analyser les faits. Je ne fais qu'analyser les faits. Et c'est les faits qui le disent. Oui. Qu'est-ce qui pressait le BMP à attendre qu'on rentre dans la nouvelle année avant de chercher même à avoir cette loi? Parce qu'actuellement, qu'on le veuille ou pas, on a commencé l'année nouvelle. Pourquoi vous voyez, vous, le BMP à travers... Oui, mais c'est le BMP qui a voté, parce qu'on connaît comment la loi a été votée. Ce que je dis, j'aurais voulu qu'on commence l'année 2018 avec un certain apaisement. Mais on a commencé avec la crise, on a commencé avec les grèves. C'est dommage. Pour moi, il n'y a pas péril à la demeure. Jusque-là. Non, il n'y a pas péril à la demeure. Nous sommes dans un régime démocratique. Le pouvoir, le chef de l'État, il est loisible de rêver pour son peuple. S'il estime que son rêve passe par un certain nombre d'actions qu'il faut poser, c'est son droit de l'exprimer. Les institutions, non, ce n'est pas une question de dictature. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça dit que dans ce pays, il y a un mélange du genre. Qui est autorisé à voter, à prendre des lois dans un pays de droit dit démocratique? C'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée nationale. Donc, à partir du moment où ils prennent la décision, vous et moi, on est obligés de subir. Mais c'est ça le réel problème, malheureusement. Mais le candidat de Zémidjan veut se substituer aux députés. L'artisan du coin, il veut faire... Non, c'est aussi cela le gain de la démocratie. Non, attendez, nous avons délégué nos pouvoirs, d'accord, à des gens qui nous représentent. Donc, nous sommes, tout ce qu'ils agissent, tout ce qu'ils font en agissant qualité de député, sont censés être dans nos intérêts. À partir de ce moment-là... Je m'en oppose catégoriquement. Permettez que je finisse. Souvenez-vous dans ce pays... Non, permettez que je finisse. Vous aurez tout à l'heure... Quelques secondes. Ce que je voudrais dire, ce débat s'en va finir. c'est qu'on ne peut pas vouloir une même chose sans contraire. Ou nous acceptons que nous sommes dans une démocratie représentative, ou on ne l'est pas. À partir du moment où nous avons délégué nos pouvoirs à des gens qui nous représentent, à partir de ce moment-là, nous devons pouvoir leur accorder le minimum de confiance, un minimum de bonne foi dans ce qu'il fait. Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas gouvernement, je ne suis pas de l'autre côté. Mais je pense que si le gouvernement a été obligé de faire cette proposition, de transmettre ce projet de loi à l'Assemblée qui finalement a été voté, certainement c'est pour de bonnes raisons. C'est pour des raisons qui vont dans l'intérêt général. Parce que c'est ça encore le problème. Nous voici dans un pays où le confort de quelques-uns, on prime le confort de quelques-uns sur la misère de la grande masse. Mais les fonctionnaires, les fonctionnaires de la justice, de la santé, ils sont combien par rapport aux populations béninoises? Ils dépassent pas. Ils dépassent pas. Mais il ne faut pas que pour des questions de primes. C'est une raison pour les sacrifier, sacrifier leur carrière. Non. Quand vous êtes chef et que vous avez, si vous devez sacrifier 10 personnes pour sauver 100, vous le faites. C'est ça le problème. C'est ça. La question aujourd'hui, c'est de choisir entre le confort de quelques individus au détriment du bien-être de la majorité. Ça ne veut pas dire que en deux mots, il faut choisir le moindre. Je ne dis pas qu'il faut sacrifier les intérêts de quelques-uns, mais je dis, lorsque vous êtes dans une situation où vous vous rendez compte que pour satisfaire le grand nombre, vous êtes obligé de faire des sacrifices au petit nombre. Vous préférez l'action qui vous amène à sacrifier le petit nombre au profit du grand nombre. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça a toujours été ainsi dans un pays, surtout lorsque nous sommes en démocratie. Donc moi je voulais souhaiter... Il se peut que le sacrifice de petit nombre empêche même... Non mais je vous donne... Prenons le secteur, prenons ce qui se passe. Voilà, nous voici dans un secteur où... l'État prend une décision que vous estimez pas légale. Vous saisissez l'institution du contre-pouvoir. Et là, vous attendez que une décision soit rendue. Et si éventuellement le gouvernement ne n'applique pas la décision, on peut comprendre la grève. Mais voici que
le gouvernement qui a été élu. Et ça, il faut toujours le répéter. C'est pas, ils ne sont pas là par coup d'État. Ils ont été élus. Donc, ils posent un acte que vous estimez illégal et vous allez en grève. Nul n'est censé de se rendre justice à soi-même. Ils doivent saisir l'instance compétente, quitte à cette dernière de statuer, et si éventuellement le gouvernement ne suit pas la décision, on pourrait comprendre. Mais chaque fois qu'on annonce... Monsieur Delors Faton voudra réagir avant la conclusion on va en grève, moi je pense qu'il faut choisir entre le confort du petit nombre et le bien-être du grand nombre. Oui. Je me sens de plus en plus inquiet par rapport aux décisions de la Cour constitutionnelle, parce que la dernière en date je pense que ça doit être du 19 décembre, concernant la Corse-Lépi, n'a pas été encore respectée. Ça veut dire que si notre fétiche national commence par être banalisé, je ne sais pas là où nous allons. Non, et quand vous parlez, parce que la décision de la Corse-Lépi n'a pas été encore respectée. La Cour constitutionnelle est sortie un peu de son couloir. Je ne peux pas dire si elle est sortie de son couloir ou pas, mais elle reste et demeure la Cour constitutionnelle. Oui. Et ces décisions sont sans recours. Et si l'Assemblée se refuse à l'appliquer, je pense que... L'Assemblée n'a pas refusé. À ce jour, les dates sont précises. Non, pas du tout. Les dates sont précises. Avant que le sujet ne soit abordé au sein de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur voudrait que ce point soit inscrit à l'ordre du jour. Mais les dates sont précises quand à décider de la Cour constitutionnelle. Quand je dis qu'elle est sortie de sa cour, la Cour n'a pas dicté sa loi. Ça vous servira de mot de fin. Je dis seulement ceci. Il faut toujours se référer au passé. Dans ce pays, l'actuel ministre de la Justice, Diog Benou, quand il était question en 2013 d'arracher les droits de grève aux gens de la santé et de la justice, il était à leur côté. Il a marché sur l'Assemblée nationale. Il a sorti un argumentaire très solide et très long. La pensée humaine est dynamique. Mais pourquoi changeons-nous quand nous sommes des hommes intellectuels? La pensée humaine est dynamique. Il avait des arguments d'ordre intellectuel et juridique. Je ne suis pas juriste et je suis intellectuel autant que lui. Mais en tant qu'intellectuel, il faut que nous ayons la cohérence dans nos idées et que nous ayons la continuité. Nous ne sommes pas des hommes de la rue, nous sommes des intellectuels, nous sommes des élites. La pensée humaine est dynamique. Si le gouvernement arrache le droit de grève aux hommes de la justice, j'aurais voulu que Diogbe nous sorte pour nous sortir notre argumentaire plus solide, pour nous éclairer davantage, parce qu'il a de droit. Pourquoi c'est seulement maintenant que c'est possible? Si par le passé, il a dit que c'était mauvais, aujourd'hui, je pense que c'est toujours mauvais. Et j'en aurais fini. Merci, Delors Faton. Malheureusement, ni vous ni moi, nous sommes députés. Les personnes à qui nous avons délégué notre pouvoir ont pris la décision, les institutions compétentes aviseront. Ce n'est que la première partie d'un débat qu'on pourra, pourra refaire. Mais moi, je connais mon couloir de match et je voudrais que nos compatriotes, chacun reconnaisse sa place et qu'ils laissent nos représentants faire leur boulot. Ils ne peuvent prendre des décisions qui vont dans l'intérêt général. Merci à vous, Paulin Vissot. Vous êtes consultant, spécialiste des questions économistes. Vous êtes aussi acteur politique. Par contre, je suis juriste. Je ne suis pas économiste. De formation. Je suis passionné par les questions économiques, secteur privé et tout. Mais à l'origine, je suis... En face de vous, il y avait Laurent Delors Faton. Il est doctorant en communication. Il est moniteur à l'Institut. Merci pour la disponibilité, Monsieur Faton. Bonne journée. Merci. On vous retrouve très bientôt. Je serai heureux. Très bien. Alors, on tentait à l'instant de voir, de lire, de décrypter la pertinence du comité de la mise en place, j'allais dire, du comité de pilotage du bloc de la majorité parlementaire, le BMP, constitué de 59 députés qui soutiennent désormais les actions du pouvoir de Patrice Athanase Guillaume Talon.